MS-13, plusieurs d'entre eux sont des expatriés, des anciens gangsters qui ont été expatriés vers l'Amérique latine et qui ont propagé cette culture de gang en Amérique latine. On sait qu'en Haïti, certains des Inglindous, certains des gangsters sont en fait des anciens, des expatriés des États-Unis ou même de Montréal qui ont été renvoyés en Haïti et qui ont utilisé tout ce qu'ils avaient appris dans les rues de Montréal-Nord ou dans les rues de New York et Harlem et ont ramené ce comportement en Haïti pour former des gangs. Donc, en même temps que cette propagation se faisait à travers le système hollywoodien, nous avions l'épidémie du crack. Le crack a sévi à l'époque. Et aujourd'hui, dans les années 2010, si vous regardez le documentaire sur Netflix, 13th, qui veut dire the 13th Amendment de la Constitution, en 2014, on comptait 2,3 millions de prisonniers noirs. Et maintenant, nous voyons le trap life, le thug life, le lean, le meth, le crystal, les pilules, 6ix9ine, Rich the Kid, etc. Et on criminalise et on animalise encore plus ces jeunes frères. Molly, merci frère. Ce genre de comportement est planifié pour animaliser, criminaliser l'homme noir et maintenir en vie la condition nègre. Post-esclavagiste. Et maintenant, certains d'entre vous vont peut-être se fâcher contre moi, mais je ne fais pas ce genre de présentation pour me faire des amis, mais simplement pour véhiculer la vérité du mieux que je le peux. Mais en dehors du fait d'animaliser les hommes noirs, et ceci n'est pas un jugement envers nos frères et sœurs ayant différentes orientations sexuelles, ce n'est pas un jugement, parce que nous sommes tous coupables de différentes choses. Je ne suis pas le juge de personne. Mais reste-t-il, rappelez-vous de l'image au début de la présentation, l'image de la femme noire qui se faisait découper le ventre et que cette femme noire maintenant devait se faire découper le ventre devant ces hommes noirs et que ces autres femmes noires qui témoignaient de ce massacre pouvaient témoigner également de ces hommes qui ne pouvaient absolument rien faire pour les défendre, ces hommes qui étaient complètement désamorcés. Et de la même façon, il y a un mouvement qui cherche à féminiser l'homme noir. On voit cette couverture dans le GQ, The New Masculinity. OK. Pourquoi? 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 Pourquoi est-ce que porter une robe ou s'habiller comme une femme pour un homme et particulièrement les hommes noirs, et on cherche à spécifiquement utiliser l'homme noir et le féminiser, un homme qui déjà n'est pas en mesure, statistiquement, nous voyons les chiffres, nous n'inventons rien, regardons les statistiques, nous voyons déjà le taux de familles monoparentales, le nombre de frères qui laissent leurs sœurs de côté avec des enfants, qui ne prennent pas leurs responsabilités. Et en plus, nous voulons les féminiser. Que cherchez-vous à faire aux enfants de nos anciens maîtres d'esclaves, ceux et celles qui veulent perpétrer ce genre de comportement?
Pourquoi? Pourquoi délibérément le faire? C'est une chose de dire que vous êtes d'une certaine orientation sexuelle, mais de vouloir propager une féminisation délibérée des hommes noirs, sachant la condition des hommes noirs actuellement, dans quel intérêt? Dans quel intérêt? Le frère Earl O'Farry Hutchinson, dans un article du Final Call, explique les périls de notre jeunesse noire exposée à ce culte de la surconsommation. Et il nous dit, les jeunes noirs sont amenés à comprendre que les biens matériels que l'on pavane devant eux dans les films, à la télé et dans les annonces publicitaires représentent la mesure par laquelle un individu détermine sa valeur au sein d'une culture obsédée par la consommation. Ils tentent désespérément de les acquérir, mais dans la plupart des cas, ils ne peuvent les atteindre, du moins pas de façon légale. Cela augmente leur colère et leur frustration. Le rêve américain est peut-être un rêve différé, mais c'est un rêve que plusieurs passent toute leur vie à poursuivre en vain. Et c'est ce qui arrive à nos jeunes frères. C'est ce qui arrive à nos jeunes frères. Sœur nous parle justement de la transformation des aliments qui sont la cause, les vaccins. Tu as tout à fait raison, ma sœur. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Maintenant, voici l'évolution de cette condition nègre auquel nous devons faire face. Et ceci nous mène à la corruption de la culture hip-hop, qui est devenue un vecteur de ce processus d'ingénierie sociale et d'animalisation. OK? Il y a un article, et d'ailleurs, vous pouvez aller voir cet article qui a été publié dans le Business Insider. Je l'ai mis dans le chat. Vous pouvez faire une recherche sur Google. Le Business Insider est un magazine d'affaires très respecté. Donc, ce n'est pas une source qui vient de n'importe quel article bidon. Et ils ont republié en 2012, le Business Insider, un article, et je cite cette lettre, et j'en parle beaucoup plus dans mon livre. Ils ont publié un article qui parle de The Secret Meeting That Changed Hip-Hop and Destroyed a Generation. C'est le titre de la lettre. Et cette lettre a été écrite par un ancien exécutif de l'industrie de la musique qui a envoyé une lettre anonyme au site web hiphopisread.com. Et vous pouvez encore voir cette lettre à partir du site web Business Insider. Il y a un lien vers ce site web. Et cet exécutif, ce dirigeant de l'industrie, nous explique qu'une rencontre a eu lieu en 1991 auquel il a été invité. Il a dû même signer un accord de confidentialité qui assurait qu'il ne partage absolument pas ce qui a été dévoilé dans cette rencontre. Et c'est assez spectaculaire le déroulement de toute cette histoire, si vous allez lire. Mais essentiellement, les dirigeants de l'industrie du hip-hop et de la musique ont été appelés par des dirigeants des corporations de prisons privatisées. Et ces prisons privatisées, c'est essentiellement aux États-Unis et
On a même tenté à un certain moment de reproduire ces prisons au Canada, mais ça n'a pas été le cas. Et, euh, et j'en applaudis le gouvernement canadien à ce niveau. Il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Mais aux États-Unis, ces prisons sont répandues, ces prisons privatisées. Et parfois, lorsque vous achetez une paire d'espadrilles Nike et vous voyez fabriquée aux États-Unis, eh bien, il y a de bonnes chances qu'elle a été fabriquée aux États-Unis dans une prison corporative par certains de nos frères et sœurs. Et dans cette rencontre, on demandait, les exécutifs de ces prisons privatisées demandaient aux exécutifs et ces leaders de l'industrie de la musique de promouvoir un changement dans la culture hip-hop et de promouvoir le gangster rap en disant que si si nous réussissons à remplir nos prisons, nos, euh, nos parts de marché et nos actions à la bourse vont augmenter.